Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Surtout, merci de nous rejoindre pour cette première conférence Alma de 2021. Je suis Charles Puot, vice-président conférence du Club Alma. Et vous le voyez, je suis en duplex avec Thibaut Guinel, qui est notre très cher VP Event. Bonsoir Thibaut, d'ailleurs. Bonsoir. Notre thème ce soir, donc vous le savez, c'est l'entrepreneuriat, la création, le lancement de start-up. Et c'est en direct depuis chez nous, malheureusement, qu'on accueille notre invité de la soirée, Christian Georges. Bonsoir Salut. Christian. Salut Charles. Merci d'être ce soir avec nous. Et je vais laisser Thibaut introduire tout ça. Salut Thibaut. Donc, salut Christian. Donc premièrement, merci beaucoup d'être avec nous Christian ce soir. Donc concernant la conférence de ce soir, nous avons prévu d'aborder dans un premier temps ton expérience au sujet de la création et le développement d'une entreprise. Puis nous souhaitons aborder dans un second temps en quoi pour toi c'est aujourd'hui nécessaire de donner du sens à son projet, aussi bien sur le plan humain que le plan environnemental. Donc pour tous les gens qui sont déjà présents sur le live, je vous invite vraiment à poser un maximum de questions à Christian. Je ferai le relais afin de rendre la conférence beaucoup plus vivante. Voilà. Donc je te laisse la parole, Christian. Super. Eh ben, écoute, merci, mon cher Thibaut, de m'inviter. Ravi de partager avec vous ce qui vous plaît le plus, hein, que ce soit mon parcours de créateur d'entreprise que j'ai pu faire jusqu'à maintenant ou la nouvelle genèse de mon dernier projet en fait, dans l'alimentation que je lance aujourd'hui. Tu veux que peut-être que je me présente sommairement? Oui, vas-y. Ouais. Donc, je m'appelle Christian Georges, j'habite en région parisienne, j'ai 45 ans. J'ai fait une fac d'éco que j'ai arrêté, économie, ici en banlieue parisienne, que j'ai arrêté en deuxième année parce que j'avais monté une boîte à 22 ans et du coup, j'ai oublié d'aller à l'école et de continuer. Et depuis 22 ans, donc, je fais que ça, monter des boîtes. J'en ai monté 9, là je suis à ma 9e. Certaines ont bien marché, d'autres beaucoup moins. J'ai eu l'expérience d'aller au tribunal de commerce pour liquider la première. Je fais beaucoup de technologie, donc de la création de sites internet, du design, de la marque, un petit peu de marketing qui va autour, une grosse expérience dans le e-commerce au sens large, que ce soit du côté fabriquer des sites, des marketplaces, ou bien de l'opérationnel pur, faire bouger des colis. Et voilà. Et je fais une boîte typée marketplace qui est certainement la plus visible de mon expérience, s'appelle Vestiaire Collective. C'est un gros bébé français, hein, c'est dans le Next 40, donc dans les structures qui demain seront peut-être cotées. C'est une marketplace, hein, où on peut acheter et vendre. On fait toute la partie contrôle. Donc, tu achètes une paire de Weston, le vendeur l'envoie chez nous, et si tout va bien, qu'elle est authentique, on l'envoie chez toi. C'est une structure qui a levé pas mal de sous, plus de 200 millions aujourd'hui. Donc c'est vraiment des très belles levées. Je l'ai quitté il y a 3 ans. Je suis encore actionnaire, mais je me suis lancé sur d'autres aventures, en fait, un peu plus geek techno dans la blockchain. Puis assez rapidement, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait le plus, c'était j'investis, je suis un petit business angel, donc j'ai investi dans une petite dizaine de sociétés et que c'était de l'univers de l'impact pour être un peu généraliste, donc des projets qui avaient un sens, qui donnaient un avenir, soit parce qu'ils respectaient un peu plus les hommes, les handicapés, qui étaient plus inclusifs, ou bien de l'autre côté, des projets autour de ce qui va nous permettre, je pense, d'avoir une planète avec un avenir écologique un peu plus intéressant. Et du coup, ce faisant, je me suis rendu compte que la blockchain était un peu déconnectée de ça. J'ai choisi de créer un projet qui rejoignait en ce sens-là. Et donc, je me suis lancé dans l'alimentaire avec un projet qui voit le jour dans quelques semaines. Voilà. Parfait. Je me demandais, donc tu l'as dit, tu es en train de créer ta 9e entreprise qui va être lancée donc, très prochainement. Oui. Certains ont marché, d'autres pas. Qu'est-ce que tu penses que ça demande vraiment de se lancer, mais aussi de réussir son projet entrepreneurial? Tu veux dire en termes de compétences, enfin, ou Sur d'engagement ou, sur le plan technique et personnel, je dirais. Alors, c'est une bonne question. Je pense que
vraiment, il y a une question de tempérament, en fait. Et donc, ce qui est très important, c'est de savoir à peu près qui tu es, de quoi tu as envie de faire. J'ai pas les stats, mais tu dois avoir 9 personnes sur 10 qui disent ah, j'aimerais bien monter un business. Et puis à la fin, Mhm. il y en a peut-être une sur 10 qui commence et beaucoup moins qui réussissent à passer toutes les étapes. C'est pas très compliqué de monter une boîte en France aujourd'hui. T'as pas besoin vraiment beaucoup de cash pour commencer, mettre le début. On a un système français qui est plutôt pas mal. L'accès au chômage, hein. Si tu peux plaquer ton job, avoir une rupture conventionnelle, avoir un peu de chômage Ouais, et tu vois, et ça te permet de te payer. Tu as le droit légalement de prendre un temps pour créer une entreprise. Donc, c'est vraiment assez intéressant. Je pense que ce qui est super important, c'est souvent très très intense, humainement parlant. Euh, Tu vas prendre des risques financiers, tu vas prendre des risques peut-être de couple, parce que ça va te prendre beaucoup de temps de cerveau. Donc, c'est des trucs assez intenses. Donc, faut s'apprêter que dans 99,99% des cas, que ce soit une aventure un peu un truc qui ressemble à un marathon, mais dont tu ressors forcément avec des cicatrices en fait, parce qu'il y a plein de sujets et sociaux, tu vois, c'est assez intense. Donc voilà. Je sais pas si je réponds à ta question, mais en tout cas, ce truc-là, il faut le savoir, c'est intense de complètement, monter ouais. une boîte. Et j'imagine que donc, ça commence avec un mélange de foi dans un projet, d'espoir, de détermination. C'est peut-être plus que ça aussi. Et il y a souvent, je pense, une part de hasard aussi, ou de chance en tout cas, et des personnes qui arrivent ou des mains tendues, et savoir quand est-ce qu'il faut saisir une opportunité ou y renoncer. Tout à fait, très beau sujet. Il faut provoquer, hein. Enfin, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut aller provoquer sa chance, aller chercher, avoir de l'envie et de l'énergie derrière ça. Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir un peu des mains tendues, ou plutôt de la bienveillance autour de moi. J'ai commencé assez jeune, j'avais 22 ans. J'ai même essayé de monter ma première boîte à 19 ans, en fait. Et donc, vraiment, j'étais au lycée. Et du coup, j'ai eu des gens très sympas ou des assos à côté, avec des vieux retraités qui aident les jeunes à monter, je sais pas, un camion de pizza ou un truc comme ça. J'avais une idée de start-up en 98. Donc voilà, il y a beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup d'écosystèmes en France aujourd'hui qui existent. Il y en a plein. Il y a des accélérateurs, des incubateurs, des trucs que tu peux faire de l'intrapreneur. Dans les écoles, vous avez les juniors entreprises, vous avez plein de choses qui vous permettent d'y aller. Donc, si tu as envie, tu vas facilement trouver plein de moyens d'accélérer, de trouver des gens qui vont t'accompagner, challenger, dire que tu as tort, que tu as raison, etc. Et puis tu as plein de moyens d'avancer. Ouais. Donc, ouais, une partie de foi. Et si tu as envie, tu trouveras plein de moyens de te faire aider. Trop bien. Et donc, tu as parlé de créer sa startup en France. Est-ce que tu as aussi été amené à en créer à l'étranger? Alors, j'ai créé mes boîtes en France. Vestiaire Collective a eu des bureaux dans enfin, Londres, Berlin, Milan, New York, Hong Kong. Donc on s'est agrandi. Donc j'ai eu l'occasion de vivre cette entreprise un peu internationale. Néanmoins, c'était vraiment des business enfin français en fait, et que tu dois localiser. Donc tu les as adaptés sur de très nombreux aspects en fait dans les pays dans lesquels tu es. Mais c'est une entreprise française. Là plus récemment, une qui a dû naître en Suisse, car la législation en fait sur les crypto-monnaies est différente. Enfin, quand on l'a créée en fait de la France, Mhm. du coup, on l'a montée en Suisse. Donc voilà. Je connais mal les autres écosystèmes. Hein, c'est plus la France que je connais. Ok. Et donc, tu as dit que tu avais essayé de créer ta propre startup à 19 ans déjà? Non, c'était une boutique de jeux de rôle à 19 ans. Je voulais être vendeur de Donjons et Ah, Dragons. Voilà. Et c'est un peu plus tard que je me suis dit que j'allais vendre en ligne du Donjon et Dragon. Et en fait, ça a finalement donné à une espèce de premier truc, quand j'étais à la fac à 22 ans, qui s'appelait, c'était un city guide. Donc c'était un peu comme Google Maps, tu vois, tu as le truc avec tous les commerçants du coin, ils peuvent faire de la publicité, etc. Et on nous avait proposé 1 million de francs à l'époque en 98. On a refusé parce on comprenait pas cette histoire de levée de fonds, ça nous paraissait curieux, on a dit non. Et on est devenu une agence de création de sites internet. Et c'est là que j'ai commencé à faire du commerce. d'accord, ok. On commence à avoir des petites questions sur le chat Facebook. Euh, donc, première question, je ne suis pas sûr d'avoir
compris, mais quelqu'un nous demande quelle est la différence entre un entrepreneur et un entrepreneur en série? Celui qui est en série, il le fait plusieurs fois. Et je pense que c'est une étiquette un peu bateau qui se colle vraiment souvent sur les gars comme moi qui en ont monté plusieurs en fait. Donc tu recommences et tu recommences, tout simplement. Du coup, j'ai pas très bien formulé la question, mais du coup, est-ce que pour toi, il y a une différence ou c'est vraiment juste ça c'est Il y a, vraiment une il y a étiquette aussi peut-être l'expérience que tu acquiers au fur et à mesure que tu reprends des projets. Euh, ouais, la deuxième ou la troisième que tu montes, c'est pas la même que la première. Hein. T'as bien sûr beaucoup plus d'expérience, mais comme tu ferais n'importe quoi, comme un musicien, comme quoi, tu itères toujours et tu changes. Euh, Souvent, nous, dans les entrepreneurs, on a un peu le mythe de la énième histoire, quoi. On se dit, si t'as réussi une fois, c'est génial, t'as eu de la chance, si t'as réussi 3 fois, t'es un génie, quoi, tu vois. Donc, je pense qu'il y a un peu ce côté en avant. Moi, il se trouve que mes histoires, elles sont clôturées les unes après les autres, Mhm. très bien, ou très mal, ou moyennement, etc. Donc, au final, j'ai continué à itérer comme ça. Euh, les entreprises que j'ai fondées, je les ai fondées. Vraiment, je pense que moi, je me suis persuadé que c'est à peu près le truc que je fais le mieux, en fait, de créer des boîtes. Du coup, je trouve ça très agréable. Je trouve que l'entité entreprise est un très beau véhicule. D'où mon envie aujourd'hui de le mettre aussi autre chose que peut-être au profit. Moi, je trouve que l'entreprise, hein, c'est un très beau lieu pour rassembler des humains. Et s'ils s'entendent pour créer de la valeur ensemble, la valeur, ça peut être du profit, mais ça peut être du bien aussi pour la planète ou eux-mêmes. Et je trouve que c'est une belle manière en fait de rassembler l'énergie en fait. Parce que tu embauches des gens, tu leur donnes des salaires. Ces salaires, ils sont payés par la valeur ajoutée qu'ils font en travaillant chaque jour. À la fin, ça te fait du profit que tu peux redistribuer en dividendes ou en croissance. Etc. Donc moi, je trouve que c'est une très très belle manière en fait de prendre les choses en main et de créer des objets comme ça qui ont une utilité pour les écosystèmes, pour les gouvernements, enfin pour l'ensemble. C'est vrai. Et tu as mentionné Vestiaire Collective. Je ne sais pas si tous ceux qui nous suivent sont au courant de ce que c'est, comment ça a commencé. Est-ce que tu pourrais peut-être revenir dessus rapidement? Bien sûr. Donc Vestiaire Collectif, c'est une marketplace hein, qui permet à des acheteurs et des vendeurs de acheter et vendre des articles de luxe d'occasion. Euh, Chanel, Vuitton, Hermès, sac à main, accessoires, vêtements, les trucs qu'on vend le plus. Et du coup, la boîte, elle est née il y a presque 12 ans maintenant. Ouais. Et elle a été incubée dans mon agence de l'époque. C'est-à-dire que j'avais une agence qui ronronnait, on fabriquait du Mhm. e-commerce, de la marketplace. Puis on a vu un entrepreneur génial, Sébastien, qui avait cette idée-là. On a bossé ensemble, on a créé la technologie, puis assez tôt, ça a bien marché. Et là, on a suivi le chemin de la start-up financée qui marche bien. On a levé 500 000 euros, puis 1,5 million, puis 7 millions, puis 15 millions, puis 32 millions, puis 52 millions. Puis on a continué comme ça. On a grandi d'abord au Royaume-Uni, puis en Allemagne, puis en Italie. Puis après, on a été dire, bah tiens, et si on essayait les États-Unis? On avait pris des bureaux là-bas, on a embauché des gens, on a fait marcher les articles des deux côtés. Et après, on a commencé Hong Kong et moi je suis parti à ce moment-là. Aujourd'hui, ça marche très bien en Asie aussi. Et donc voilà, hein, c'est une entreprise. On était donc quelques associés au départ. Au bout de 18 mois, tu te réveilles, il y a 50 personnes qui travaillent, quoi. Et du coup, il faut continuer à grandir. Donc là, on a des enjeux on appelle de scale, une capacité à grandir et à faire en sorte que ça parte pas trop en cacahuète, que les clients soient toujours contents, qu'il y ait suffisamment de produits, suffisamment d'acheteurs, que le service il s'accompagne bien. Donc voilà, très très belle aventure. Il y a nouvelle équipe aujourd'hui complète à la tête de la structure depuis presque 3 ans maintenant, 2 ans et demi. Mhm. Ça passe bien, ça continue à grandir, ça a mis un vrai pas en Asie. Ça fait, disons, autour de 300 millions de volume d'affaires par an, avec une très belle croissance. Une des très belles entreprises, je pense, françaises nées récemment dans ce secteur de techno marketplace. Et L'autre petite question, juste voilà. Charles, je suis désolé. Vas-y, vas-y. Donc on a une question d'Adrien, c'est pour pas perdre le fil, qui demande donc ce que tu définis par des cicatrices. Est-ce que ça s'apparente aux échecs qui sont très importants pour rebondir selon l'entrepreneur Marc Simontini? Bah ouais, tout à fait. Enfin, les échecs, il m'est arrivé de faire un plan social, de licencier des gens,
parce que ça marchait pas, ou parce que ça marchait pas humainement parlant, on s'entendait pas. Tu as des décisions à prendre assez dures finalement tous les jours. Tu te confrontes à plein de choses qui font que bah ouais, là, ça n'a pas marché, tu t'es planté, tu as perdu de l'argent, tu es obligé d'enlever des postes. Là, tu es allé dans un pays, tu as dépensé de l'argent, tu n'as pas eu l'attendu, tu es obligé de te retirer avec tout ce que ça implique derrière. Ouais, c'est exactement ça. C'est que toutes les aventures voilà, ont leur partie un peu sombre et ça fait partie du jeu, quoi. Comme quand tu fais ton marathon, des fois tu te fais des blessures, des fois tu y arrives pas. C'est ce truc-là. Et ça, t'as pas eu du mal à l'accepter, du coup, quand tu parles de plan social, est-ce qu'après, pour se relancer, ça n'a pas été super dur ou... Ah, ça laisse des traces, tu vois. C'est pour ça que je pense que l'image avec les cicatrices, elle est belle, mais ça fait vraiment partie du jeu, tu vois. Il faut être prêt à ce truc-là, hein. C'est comme un trek dans le Mont Blanc, tu vois. Tu sais que tu vas galérer et tu y vas quand même parce que tu vas avoir accompli quelque chose qui t'intéresse, en fait. Non, non, ça fait partie du jeu, comme tous les trucs. Et tu as parlé des difficultés que tu as rencontrées normalement, notamment en agrandissant Vestiaire Collectif petit à petit. Ouais. Elles consistent en quoi physiquement, du coup, ces difficultés que tu as rencontrées? À part les difficultés peut-être financières que ça demande. Eh bien, je pense que tu as des trucs techniques, hein, c'est-à-dire réussir à garder une culture dans une structure quand tu grandi, vite, hein, c'est compliqué. Tu Mhm. peux t'égarer vite fait, puis savoir pourquoi tu es là, embaucher des gens qui n'ont pas les bonnes valeurs, puis tu te retrouves avec des employés qui disent ah ouais, non, mais en fait, ils sont vachement sympas, d'autres ils disent oui, mais. Enfin, tu peux avoir bon, t'as plein de sujets de culture, c'est pas forcément la vision avec l'entrepreneur, c'est si tu embauches très vite, tu peux rater en fait un peu cette dynamique. Voilà, donc c'est très important. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de maturité dans les boîtes qui se lancent et qui vont vite. Il y a vraiment de la lecture. Tu peux te faire accompagner dans des accélérateurs, dans des incubateurs. Tu peux avoir t'acculturer en fait à cette capacité. Comment on fait pour grandir assez vite? Donc c'est important en fait de utiliser cette expérience qui existait moins il y a 12 ans, qui existe aujourd'hui. Là aujourd'hui, tu prends, je sais pas moi, un master entrepreneur HEC ou Mhm. enfin vous allez avoir des classes d'entrepreneuriat diverses et variées un peu dans tous les univers où c'est une discipline en fait. Et donc on va t'expliquer comment tu lèves, c'est quoi un deck, de lever, comment tu es capable de. Donc, tu as une dimension déjà beaucoup plus théorique qui est super bien. On voit des gens qui sortent d'école, c'est juste génial. Euh, donc, cette partie RH. Après, il y a toute la partie opérationnelle qui est assez dure. Exécuter, enfin, quoi que tu fasses, hein, même demain, si tu fais des stylos, en faire 100 et en faire 100 000, c'est pas le même métier, c'est pas les mêmes Ouais. prérogatives. Vous imaginez, en fait, bah, donc, quand tu crées une société et qu'elle doit grandir, bah, tu dois accompagner aussi tous les aspects opérationnels à faire ça. Et là, tu peux continuer à fabriquer, te rendre compte que plus tu en fabriques, moins ils sont rentables. Bah, tu as un problème, quoi. Donc, il faut que tu réussisses à faire les investissements nécessaires pour que plus tu en fabriques, plus ce soit rentable, ou au moins équilibré. Donc tu as ces enjeux-là. Puis après, nous, on a eu, donc si on parle du cas vestiaire, mais souvent c'est le cas, la France, ça reste un petit marché, notamment pour les boîtes tech. Donc vite fait, tu veux penser international. Et en fait, bon, en Europe, on a un beau marché sur l'euro. Parce que c'est la même monnaie dans pas mal de pays. Néanmoins, déjà, la langue, il y a une vraie fragmentation, en fait. C'est-à-dire l'anglais, l'espagnol, l'italien, l'allemand. Donc en fait, quand tu fais naître une boîte aux États-Unis, donc avec un gros marché potentiel, la même monnaie, la même langue et une culture similaire, oserais-je dire. En France, déjà, dès que tu veux grandir, il faut que tu parles anglais, puis allemand, puis italien, et tout ça. Donc ça devient beaucoup plus Ouais. compliqué. Donc ça, c'est un autre scale international. Le point du français, il est un peu plus tendu. Et est-ce que quand tu passes d'une petite échelle à une échelle qui a plus rien à voir, est-ce qu'il y a aussi le besoin peut-être de garder la tête froide ou en tout cas la tête hors de l'eau pour rester cohérent avec ce qu'on fait? Euh, Oui, alors il y a plusieurs dimensions à cette question. La première, c'est le rôle des fondateurs, grandit avec la structure. Donc, Ouais. plus tu grandis et ton rôle il change dynamiquement. Il faut vraiment qu'à la fin, à la fin, quand ça grandit, tu incarnes plus la fonction de dirigeant et c'est en général plutôt une mauvaise pratique que de rester très branché opérationnel. Donc, quand tu as plusieurs dizaines d'employés, ton rôle consiste
plutôt à être sûr que tu es les bonnes personnes, soit de préférence meilleures que toi sur tel et tel sujet, le marketing, la finance, les RH, et que tu arrives à les faire bosser tous ensemble de la meilleure manière. C'est une première dimension. Assez technique en fait, où les dirigeants changent de rôle en grandissant dans la structure, de type de prérogative. Après, tu as une deuxième qui est peut-être plus sur les valeurs en fait, hein. C'est-à-dire que la culture et la manière dont tu travailles, pourquoi tu es là et quel est l'objet de la société en fait, peut se transformer avec le temps. Et donc, tu peux continuer à faire un business rentable, opérationnel, mais les valeurs qui sortent, les produits, la manière dont ils sont faits, même les clients, tout ça, ça change avec la taille. Donc, et c'est pareil sur, c'est la dernière dimension peut-être pour répondre à tes questions, c'est que les clients, ceux que tu acquiers au début et ceux que tu acquiers, enfin, tu vois, les 1000 premiers et les 100 000 suivants, donc beaucoup plus tard, en fait, c'est souvent pas les mêmes. Il y a des courbes d'adoption, vous trouvez, il y a plein de lectures sur Internet avec les innovators, early adopters, early majority, late majority, et on dit les premiers, ils ont utilisé des très hauts et des smartphones tout pourris, et les derniers, en fait, ils ont acheté un Nokia, je sais pas quoi, parce qu'ils étaient obligés pour parler à leur petit-fils, quoi, tu vois. Et donc, dans cette courbe-là, tu imagines bien que tous les gens à qui tu parles, entre le début, le milieu et le moment où tu es devenu une boîte à sa taille optimale de ton business, ils changent énormément. Et donc, la culture interne, la manière de parler, tout ça, tout ça, en fait, c'est des organisations vivantes qui changent tout le temps de taille et de forme au fur et à mesure qu'elles grandissent, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est un marathon et que ça ne finit jamais. Il n'y a jamais de temps mort. On a pas mal de questions qui sont arrivées, mais je pense qu'on pourra en parler plus tard. Je ne sais pas, Charles, est-ce qu'on passe du coup à la deuxième partie? Oui, j'avais juste Pour une se dernière garder. Ouais. question sur ce sujet. Est-ce que la volonté et les raisons qui t'ont amené à créer tes toutes premières entreprises étaient fondamentalement différentes de celles qui te poussent aujourd'hui à continuer ou en tout cas à recommencer? Oui, 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 c'était juste, les premières, c'était par hasard. Je fais ça parce que, je sais pas, j'avais des copains, on s'amusait bien ensemble, et puis on s'est dit, bah tiens, on n'a même pas réfléchi, on s'est lancé, quoi. Et donc, voilà. Et après, je me suis rendu compte que c'était plaisant, et au fur et à mesure, j'ai travaillé la discipline, en fait, de ce que c'est qu'une entreprise, comment ça fonctionne. Puis je me suis rendu compte que j'aimais ça, et à force aujourd'hui, je suis forcément pas le même homme que j'étais il y a 20 ans. Du coup, pourquoi je fais les choses, non, c'est pas le même sujet du tout, en fait. J'ai pas du tout la même situation financière aussi. Tu vois, aujourd'hui, Ouais. si j'ai la chance d'être business angel, c'est parce que j'ai réussi à mettre un petit peu de sous de côté. Du coup, je suis ravi d'investir dans des structures que je trouve à potentiel. Donc, mettre ma famille à l'abri a été peut-être une première étape. Là, aujourd'hui, j'essaie de construire quelque chose qui est peut-être plus, je sais pas, personnel, aujourd'hui, avec ce que j'ai envie de fabriquer sur cette terre. Ok. Et donc, c'est cette question du pourquoi qui nous amène à la deuxième partie. Je pense aussi qu'on est pas mal d'étudiants ce soir. Ça me fait penser au mouvement étudiant qu'il y avait eu en 2017, le mouvement ingénieur engagé, qui était un regroupement étudiant qui voulait amener à repenser la place des ingénieurs dans la société et à réfléchir au pourquoi de leurs actions et aussi à l'engagement qu'ils mettraient en fait dans les entreprises qui allaient les embaucher. Donc il y a aussi une quête de sens dans les futures carrières étudiantes et aussi le sentiment qu'on veut être utile. Ça rappelle aussi le collectif pour un réveil écologique qui à la base voulait aider les jeunes à trouver des entreprises qui correspondaient parfaitement à leurs valeurs. Et, et le label Biocorp aussi. Je ne sais pas si tu veux en Tu veux parler. dire? Ouais, Bicorp, Bicorp, oui. ouais. Bien sûr, avec plaisir. Oui, bien sûr. Alors, en effet, là, tu fais une transition intéressante. Moi, j'avoue que j'ai une vraie part de cerveau, en fait, qui va dans à quoi ça sert une boîte et quel est le devoir qu'on a pour créer quelque chose. Donc, je fais partie de ceux qui ont choisi, qui se sont dit, bah ouais, quitte à créer une boîte, autant qu'elle soit pas que guidée par le profit,
et qu'elles prennent en compte aussi ce qu'elles prennent, ce qu'elles donnent à la planète, hein, et qu'elles prennent aussi en considération les humains qui bossent, qui achètent, qui vendent, etc. Donc cette thèse, c'est 3P, c'est profit, hein, plus planète, hein, plus people. Du coup, ça rejoint donc ce que tu dis B Corp, donc c'est B Corp. Alors c'est quoi une B Corp? Aujourd'hui, c'est un label américain au départ. Et en fait, l'histoire, c'est assez simple, hein. C'est une A Corp, hein. Donc c'est une boîte classique, hein. Son métier, c'est de fabriquer du profit. Voilà. Typé américain, pas de protection sociale, pas de vacances et tout. Et du coup, le mandat d'un dirigeant d'entreprise, dans cette caricature, enfin dans ce qu'est le système notamment plus américain, en France on est un peu plus social et tout ça, c'est de sortir du profit pour les actionnaires. Les actionnaires sont les propriétaires de la structure, de la boîte, hein, et ils commandent à un dirigeant de sortir de la thune. Et du coup, si tu commences à faire des plans de vacances, comme c'était le cas dans des boîtes comme Patagonia, comme Ben Jerry, voilà, ou de sortir comme le font les nouvelles startups, donc de l'accompagnement, du système social, etc., bah, tu te retrouves avec tes actionnaires qui peuvent te dire non mais t'es un malade, ton mandat c'est pas de rendre les salariés heureux, c'est de sortir plus de cash en fait. Ouais. Donc ils ont créé un concept qui s'appelle la B Corp, hein, pour dire ben non, nous en fait on a décidé qu'on considérait la planète et les gens et du coup c'est normal qu'on travaille comme ça. Ainsi il y a moins d'opposition des actionnaires qui disent ah oui le mec c'est ça la boîte donc je peux pas l'attaquer. Donc ça décliné, ça donne aujourd'hui un label, 240 questions à peu près, dans lequel nous, entreprises, on peut se référer pour savoir si notre gouvernance, elle est partagée, si on a de l'équilibre et de l'inclusivité, handicapé, respect des salariats entre hommes et femmes, des responsabilités, si on a bien conscience de ce qu'on prend à la planète, du CO2 qu'on génère. Donc il y a 250, une grille très très large en fait, hein, qui te permet de te jauger en fait. Si jamais tu coches les bonnes cases, tu peux avoir le label B Corp. Donc en France, Michel Augustin est devenu récemment B Corp. Il y a pas mal de boîtes d'engagés. Luco est B Corp, Welcome to the Jungle est B Corp. Assez récente, il y a une centaine de boîtes, peut-être 150 aujourd'hui, dont la mienne, Omi, Omi et compagnie. Petite page de publicité personnelle. L'alimentation de demain. Et donc l'idée, c'est, il y a 500 boîtes dans le monde, les plus connues, c'est Patagonia, donc Ben Jerry, donc il y a pas mal de structures comme ça, et c'est issu vraiment de cette histoire de Patagonia, qui est un rôle modèle pour moi, que je trouve hyper intéressant, et qui justement dit, créons des boîtes, mais pas que pour du profit. Je t'invite justement, Christian, à nous parler de ton nouveau projet OMI. Ouais. Ça avait l'air d'intéresser quelques personnes dans le chat. Donc, Super. Donc ça s'appelle Omi et compagnie. Vous trouverez ça sur omie.fr. Le projet s'appelait Merci Alternative, on a changé de nom. On est à quelques jours du lancement aujourd'hui. Et nous, on s'est juste dit, si on devait revoir une partie de ce qu'on consomme dans notre cuisine, des produits qu'on a en permanence, comment on ferait? Donc, j'ai écrit un billet que vous trouvez sur Medium qui s'appelle Construire une entreprise de pleine conscience, que j'ai écrit il y a 1 an et demi à peu près, et qui reprend cette thèse de si tu fais un business, ça vaut le coup de considérer la planète et les hommes. Et du coup, je l'ai appliqué à ce que pourrait être de la distribution alimentaire, et j'en suis arrivé à la conclusion, en fait, avec des associés qui m'ont rejoint sur le chemin, qu'on pouvait revoir la copie et qu'il y avait quelque chose à faire autour des produits qu'on a en permanence, qu'on consomme tous les jours. Donc, c'est pas de la surconsommation, c'est pas à consommer plus, c'est les produits qu'on mange, donc sauce tomate, cornichons, pâtes, les madeleines, le café, le chocolat au lait, tous ces produits qu'on consomme en permanence. Nous, on a voulu mettre une alternative sur le marché. La première chose, c'était on veut que les produits respectent la nature et les hommes. Donc ça, on allait voir des gens qui fabriquent de la confiture, qui fabriquent des cookies. On leur a dit comment est-ce que tu peux nous donner 100% de traçabilité sur chaque ingrédient que tu mets dedans. On veut que le beurre, les cacahuètes, le chocolat, ils respectent la nature et les hommes. On veut que ça sorte pas trop cher. Et on veut donner 100% de traçabilité aux consommateurs. Pourquoi? Parce qu'il y a des millions de personnes qui sortent Yuka, TicketAdvisor, ScanUp, Open Food Facts en permanence parce qu'ils défient ce qu'il y a sur les étals du supermarché. Donc on s'est dit, bah, nous on va faire une marque qui donne toutes les informations et qui montre qu'elle fait bien ses produits. Derrière, il fallait qu'on réussisse à gratter un peu d'argent. Donc on s'était dit, on va enlever de l'équation pour que les produits restent raisonnables, hein, et que l'argent soit bien distribué, qu'il n'y ait pas trop d'intermédiaires sur la chaîne, etc. Donc on s'est dit, on va enlever la grande distribution de l'équation qui a
fait plein de bonnes choses, mais beaucoup de très très mauvaises, on va dire. Et du coup, qui mettent beaucoup de tension sur les prix, beaucoup de tension sur les transformateurs. Et on s'est dit, on va faire une marque direct to consumer, en fait. Donc, on va fabriquer assez tôt, on va stocker nous-mêmes et on va faire des tournées de livraison. Donc là, on s'est dit, bah, les tournées de livraison. Donc on a essayé de se fabriquer un monde un peu idyllique, hein, et Ouais. après on a relevé tous les défis les uns après les autres pour réussir à faire ça. Donc on s'est dit sur la distribution, on va pas faire comme Amazon, dès que tu cliques, ça arrive à la maison. On va faire des tournées plus écologiques dans lesquelles on refabrique un truc un peu façon le laitier, avec des tournées optimisées, où on fait des Mhm. drops, un truc un peu plus paisible. Et c'est ce qu'on a mis en place. Donc, pour clôturer, en fait, on a essayé de relever tous ces défis au fur et à mesure. Le premier défi entrepreneurial, c'était de réussir à réunir une équipe, hein, qui soit capable d'être. Alors moi, du coup, j'ai la chance de pouvoir parler facilement à des gens dans différents écosystèmes. Donc j'ai fait jouer mes relations et je suis tombé sur euh, une de mes associées qui s'appelle Colline, qui était la patronne des produits chez Franprix, qui est dans la distribution depuis 10 ans, qui connaît tout ça par cœur, qui m'a rejoint. C'est une boîte qui est fabriquée sur un layer technologique moderne, avec un super ingé qui a fait le truc en même temps. Et du coup, qui a fait toute la partie techno. On a monté ça comme une marketplace, donc c'est très très beau techniquement. Joséphine, qui a un parcours plus classique, enfin plus finance, et qui nous a rejoint, qui a notamment créé pour un printemps écologique le premier éco-syndicat. Et donc là, on avait une belle équipe, beaucoup d'envie, et on a pris plus d'1 an à fabriquer une ligne de produits, d'une centaine de produits, qui sont les produits que vous achetez en permanence. Le mois dernier, on a fait un pré-lancement sur Ulule pour avoir Mhm. nos premières centaines de clients. Et là, à la fin du mois, on s'apprête à faire manger les produits. Ils vont arriver dans les cuisines, dans nos quelques centaines de premiers clients. Et puis voilà. Petite équipe de 11 personnes avec les stagiaires. 11 seulement, c'est tout ce qu'il vous a fallu pour lancer ça? Ouais, il a fallu. Ouais, là, ouais, 11. 11, on a passé un peu plus d'1 an à travailler. Ça fait 1 an qu'on bosse sur le projet pour lancer ça. Et il y a eu énormément d'énergie. On a eu beaucoup de contributions à côté. Donc j'ai fait financer le projet aussi. On a fait une levée de fonds qu'on va annoncer bientôt, avec des gens qui ont déjà beaucoup d'expérience dans soit la fabrication de produits, soit dans l'impact, et qui du coup nous ont aidés. Donc ça, c'est l'avantage du type expérimenté qui a un réseau. Ouais, Et vous avez un réseau en tant qu'école, ingénieur qui sortait. C'est une des valeurs de ces écoles, je c'est vrai, crois, ouais. c'est de pouvoir justement compter sur des pairs ou des gens à côté de ces connexions. Donc ouais, j'ai pu aller plus vite et plus fort avec peut-être moins de monde, parce que des experts, des seniors, et peut-être, pour vous en tout cas, je pense que c'est un truc intéressant. C'est là, mon projet est peut-être dur à aller décrocher parce qu'il y a énormément d'enjeux pour y aller, mais en tout cas, il est ambitieux. Et donc, l'ambition et cette volonté de dire qu'on rêve grand et fort, ça fait partie des choses, je pense, euh, qu'il faut garder en tête. Et typiquement, les Américains sont meilleurs que les Français pour ça. Whatever you think, think bigger. Donc ça, on ne sait pas trop le dire en France. Et, moi, je véhicule ça. De toute façon, au pire, tu arrives en dessous et puis voilà, quoi. Mais si tu vises pas haut, il y a, je pense, zéro chance que ça marche tout seul et que tu arrives à atteindre un palier que tu t'es pas fixé, en fait. C'est sûr, ouais. On On se a doute peut-être des bien questions dans le que, chat. ouais, on se doute bien du coup que pour lancer ce genre de business, la communication va avoir une place extrêmement importante pour que ça se lance correctement. Et du Bien coup, sûr. il y a Alice qui aimerait bien savoir comment tu fais justement pour faire connaître une nouvelle boîte comme ça, quoi. Eh ben, alors déjà, on est super preneur de feedback sur qui on est, comment on existe. Je pense que la facette pour nous regarder la plus intéressante, c'est notre campagne Ulule qui est fermée. Vous pouvez plus contribuer, mais sur Ulule/Omi, vous trouverez la petite vidéo qui explique le concept avec Colline, mon associé, qui parle et qui on est. Donc
Donc, on est très preneur de feedback pour faire ce qu'en marketing, ils appellent le planning stratégique, c'est-à-dire qui tu es vraiment et quelle est ta tonalité. Un exercice assez difficile, puisque si nous, on dit juste qu'on est bon, c'est injuste, tu vois, Claire, Lidl, machin, c'est tellement préempté que ça marche pas. Pour répondre à ta question, donc comment on a fait? Quand on a commencé à concevoir notre projet, on l'a fait de manière un peu itérative. Donc on s'est dit, tiens, est-ce que notre idée elle peut marcher? C'est quoi le premier truc à faire? C'est de voir si on trouve des gens qui sont capables de nous fabriquer des produits, de les concevoir avec nous et tout. Donc on a été faire ça, industriel, pas de communication. Une fois qu'on s'est dit, bah tiens, ouais, on sait faire du chocolat, on sait faire du café, on sait faire de la compote, l'étape d'après, c'est est-ce qu'il y a des gens qui veulent écouter cette histoire de marque hyper simple, qui fait pas 50 sauces tomates, mais qui en fait une, est-ce qu'il y a des gens qui comprennent ce truc-là? Et donc, on a créé un premier site internet. J'ai communiqué autour de l'article Créer entreprise de pleine conscience. Et on a commencé à lancer des mails à nos proches, les premières dizaines, les premières centaines, pour agréger en fait des gens, voir si ça fonctionnait, ils voulaient construire et tout. Ça a marché. On a eu 700-800 personnes qui ont commencé à participer à des webinars, à communiquer avec nous. Puis on s'est dit, bon, bah, maintenant qu'on a des gens à qui parler, qui ont l'air d'écouter l'histoire, qu'on sait faire des produits, au mois de juillet, donc 2020, on a décidé de fabriquer une première gamme sous format panier pour faire goûter un panier à 35 euros à ces personnes-là. On s'est dit, on va les vendre. Donc, on l'a fait de manière vraiment. Ouais, j'ai 7000 personnes qui me suivent sur LinkedIn. Donc, ça fait déjà un petit reach un peu professionnel. Et puis après, avec nos Facebook, on a juste passé le message. Et on avait 200 paniers, on les a vendus en moins de 48 heures. Tout le monde les a achetés, on les a expédiés dans la semaine. Les gens nous ont répondu qu'ils avaient adoré, ils pouvaient feedbacker sur l'application, etc. Enfin, sur le petit truc qu'on avait fait en ligne. Ils ont aimé. Donc là, après, on s'est dit, bah, on va lancer. Et donc, l'acte de communication majeur a été cette campagne Ulule, dans lequel on a fait le travail de marketing, de rendre plus accessible en fait notre communication, non plus sur le projet initial qui était de refaire un peu un monde différent, mais qui était de donner une première facette B2C, donc comment tu communiques à des gens qui veulent juste consommer tes produits et qui veulent les valeurs émergentes et pas comprendre forcément toute la logique. Et on s'est dit que le Culule, c'était le bon exercice pour commencer. Désormais, on est au lancement donc post-Ulule, donc on va communiquer avec, on a 3000 personnes aujourd'hui qui nous suivent, qui sont abonnés, on a environ 600 premiers clients. Et du coup, après, on va commencer à dépenser un peu de publicité. On va surtout faire un programme de parrainage parce qu'on se dit que dans notre capacité à avoir du bouche à oreille, certainement l'une des choses les plus saines, si ça fonctionne, et qui évite de donner trop d'argent à Google et Facebook. On en a déjà beaucoup. Donc, ce sera le layer d'après. Si on n'arrive pas à trouver le bon public, on donnera un petit peu de sous à Facebook et à Google pour continuer à faire un petit peu de publicité et puis grandir comme ça localement. Top, trop bien. Et je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans le chat, sinon j'en ai une. On a d'autres questions qui ne sont pas forcément liées à Omi. Je te laisse poser ta question et puis on reviendra dessus. À la fin, ouais. Donc je me disais, on a pas mal parlé de ce que tu veux faire, bousculer un petit peu le secteur de la distribution alimentaire. Est-ce que ça ne demande pas quand même un changement d'habitude de la part du consommateur? Et comment tu arrives à provoquer peut-être ce changement pour que ça marche? Eh bien, si, en fait, on pense que, on est persuadé que aujourd'hui, on peut parler éventuellement à une petite partie des gens qui ont envie de changer les choses, qui veulent être acteurs, qui veulent faire du zéro déchet, que du bio, des choses comme ça. Donc, trouver quelques clients, là, on l'a fait, ça fonctionne bien. On pense que si on veut vraiment avoir de l'impact, hein, c'est-à-dire que ce ne soit pas une entreprise qui vende à juste quelques milliers de clients, mais qu'on ait vraiment une dimension où on puisse avoir, pourquoi pas, des millions de clients au travers de la France et pourquoi pas ailleurs. Et donc là, on aura une dimension qui va pouvoir non plus aider 10 ou 20 producteurs, mais des dizaines, des centaines. On va avoir un écosystème et un impact beaucoup plus fort sur toute la chaîne. Tous nos produits sont bio-agroécologiques. Donc, il y a le bio, vous connaissez. En tout cas, c'est enlever les intrants, donc pas mettre de pesticides, etc. Et le bio-agroécologique, c'est garder des sols vivants, en fait. Et ça, ça te projette l'agriculture dans les 10, 20, dans le prochain siècle, en fait. C'est les sols vivants, c'est un truc complémentaire au bio qu'il faut. Tous nos produits sont dans cette phase-là, en fait. Il n'y a pas encore de label. On a
tout fabriquer comme ça. Et donc, si on veut que l'ensemble de la chaîne vertueuse qu'on met en place puisse avoir une dimension qui ne soit pas juste portée par quelques consommateurs et donc augmenter notre impact positif, j'espère, en tout cas voulu sur la planète, il faut qu'on trouve une capacité à grandir. Et pour ça, il faut que les produits soient pas chers et que ton consommateur, il n'ait pas d'effort à faire. C'est comme ça qu'on pense. C'est les fameux gars qui ont pris les téléphones à la fin parce qu'ils voulaient parler à leurs petits-enfants. Il faut qu'ils n'aient pas trop d'efforts à faire. Du coup, nous, il faut que le service il soit bien, il faut que le livreur il soit hyper poli, il faut qu'on te fasse une expérience qui soit pas chiante, il faut qu'on puisse créer une habitude avec toi, comme être ton milkman. Genre, tous les 15 jours, on vient chez toi, on t'apporte les produits que tu as besoin, tu n'as plus besoin d'aller chercher au supermarché. Et donc, ça répond pas à 100% des personnes, mais ça permet de partir des gens qui comprennent vraiment pourquoi nos produits et qui permettent de remonter en fait sur une population un peu plus vaste, qui trouve ça bien, c'est les bons produits au bon prix, ils respectent la nature, les hommes, c'est chouette, je les achète, ils sont pas chers et je les mets dans ma cuisine avec plaisir. Voilà. Et l'idée, nous, ce qu'on devra faire pour finir de répondre à ta question, c'est plus, je pense, la population qu'on cible va s'élargir et qu'on va parler à des gens de moins en moins impliqués avec les valeurs premières. Il va falloir donner plus de confort. Et je pense que plus de confort, c'est aussi ce que tu as l'habitude de trouver sous le toit du supermarché. Donc, ça va être des légumes assez rapidement, des œufs, de la crèmerie. Donc, c'est assez facile. Et puis après, ça va être aussi peut-être des produits d'hygiène, de la maison, du gel douche, du produit lave-vaisselle, hein, qui sont des trucs que tu attends. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a plein de marques qui font ça en France, la marque en moins ou dans d'autres. Enfin, je peux en citer très nombreuses en fait, hein, ou de l'anti-gaspi dans un autre axe. Bah, du coup, nous, on veut pouvoir peut-être compléter notre offre hein, avec des gens, nous rester dans l'alimentaire et qu'il y ait des gens qui portent les mêmes valeurs sur d'autres verticaux qu'on puisse mettre dans le camion et emmener chez toi. Ok. Est-ce qu'on a des questions dans le chat peut-être, Thibaut? Alors du coup, c'est une question que Rania a posée un peu plus tôt dans la conférence, qui demandait du coup s'il y avait un souvenir qui t'avait marqué à tes débuts lorsque quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Ouais. J'en ai un particulièrement frappant qui a vraiment changé ma vision des choses. C'est mon premier plan social, on va dire. Ma première boîte capote au bout de 4-5 ans et j'ai un de mes employés embauché récemment qui croit tellement au fait que ça va marcher qu'il veut pas partir et le jour où finalement il n'y a plus de sous, je peux plus le payer, bah, on arrive au bout de l'histoire et je dis va-t'en. Et là il m'en a énormément voulu. Je l'ai beaucoup aidé à essayer de trouver le nouveau job et en fait à ce moment-là je pensais vraiment en fait j'avais une vision beaucoup plus peut-être capitalistique, profit de l'entreprise. Et puis je me disais que l'équation humaine n'était pas si importante que ça. Et quand j'ai vu à quel point, en fait, lui, finalement, il s'en fichait un petit peu de tout ça, et il était vraiment là pour moi, il disait, mais non, ça va marcher, en fait. Et il a fait tout pour que ça puisse marcher. Quand, en fait, c'était plus possible, il s'est vraiment senti trahi. À ce moment-là, je me suis rendu compte qu'en fait, au-delà de l'argent, au-delà du projet, etc., lui, c'est vraiment à moi qui a donné cette confiance-là. Et je me suis rendu compte que, au-delà du blé, de l'accomplissement personnel, etc. Tu avais vraiment cette histoire entre hommes et femmes, femmes et hommes, etc. Et donc, le fondamental qui m'apparaissait le plus puissant, en fait, c'était cette cohésion entre les hommes qui avaient envie de travailler ensemble et de créer de la valeur. Intéressant. Est-ce qu'on a d'autres questions, Ouais. Thibaut? J'ai un de mes camarades, justement, ce matin, on avait des cours d'entrepreneuriat qui nous demande si vous deviez nous enseigner l'entrepreneuriat, comment le feriez-vous? Euh, Moi, je pense que, enfin, moi, ce que j'aime bien faire, en vrai, c'est du coaching. Je pense qu'en fait, c'est des trucs vivants, en fait. Donc, en fait, ce que tu dois faire, ce que tu dois accomplir, hein, c'est en continuelle avancée en fait. Je pense que si tu fais une boulangerie, c'est peut-être un peu différent parce que tu as besoin d'un investissement, de connaître un métier, de la mettre en place et après de le vendre bien. Et après, tu fais de l'animation commerciale, mais tu fais un peu de renouvellement, donc ça reste limité. C'est dans une entreprise qui a vocation à grandir et donc à embaucher de plus en plus. Tu vas avoir des enjeux tout le temps en fait. Donc je pense que dans l'entrepreneurial, il y a un peu de base académique hyper importante à réaliser, savoir comment fonctionnent les maths, c'est quoi un PNL, donc
un budget, un business plan, etc. Et après, il faut se rendre compte que ça va changer souvent, qu'il va falloir pouvoir se faire accompagner. Et d'ailleurs, les accélérateurs, les incubateurs, etc., font ça plutôt bien. Et l'autre dimension ultra importante, c'est de comprendre que le management, par exemple, tu peux avoir un talent inné pour ça, mais en fait, cette dimension-là, c'est une discipline à part entière. Il faut en connaître la théorie, il faut l'apprendre, ça fait partie du truc. Donc, gérer les hommes, les faire travailler, travailler avec eux, etc., c'est un fondamental énorme. Donc, au-delà des chiffres, du business plan, du stratégie marketing, etc., je pense que l'une des dimensions les plus importantes, c'est la capacité à emporter des gens avec soi et continuer tout le temps à faire en sorte qu'ils se sentent engagés, qu'ils se sentent au bon endroit, qu'ils soient au mieux qu'ils peuvent pour créer de la valeur pour eux, pour la boîte. Du coup, question suivante. Clément qui nous demande comment faites-vous pour rester à jour niveau technologie et comment garder cette mentalité, entre parenthèses, jeune, qui te permet de continuer à suivre les tendances actuelles, t'adapter sur cette Moi, je suis technologie de un, demain. enfin, je sais pas comment tout le monde fait. Moi, je suis un vrai geek, quoi. Donc, j'adore ça. Je montais mes petits ordis. Je continue à être j'aime ça, j'ai appris à coder tout seul des petits langages, hein, genre HTML, JavaScript, un tout petit peu de PHP, un peu de SQL et tout. J'en fais plus du tout, mais je continue à garder ce truc-là. Je suis ultra convaincu que la techno change tout. Je le démontre tous les jours, même dans ma boîte qui fait de la sauce tomate, là. Grâce à la techno, on fait tout vachement mieux, c'est plus clair, ça scalera, donc ça va pas grandir. Donc moi j'ai cette teinte-là. Je suis convaincu que les ingés c'est une force vive, qu'ils peuvent être généralistes très tôt. Donc je suis voilà. Et après donc tu vois il y a beaucoup de croyances et de convictions dans ce que je dis en fait. Et après j'ai trouvé un truc assez intéressant. Donc j'ai quatre garçons. Le plus grand il a 17 ans et bientôt 18 ans. Il y a quelques années on a fait enfin il y a 2-3 ans on a fait un forum pour trouver sa prochaine école. Et je crois que c'est un gars de Epitech qui, en pitchant l'école à mon fils, disait, écoute, en fait, si tu viens, ton métier, ce sera de comprendre la problématique du client, de trouver le bon framework, de trouver le bon langage qui s'adapte à ce moment-là, d'apprendre le langage et de lui coder son projet en ça. Et je trouvais ça génial parce que 10 ans avant, ils n'auraient pas dit ça. Ils auraient dit, tu apprendras du C, du machin et tout, puis tu feras le client qui va bien. Et là, ce côté en fait, les langages sont en continuelle Évolution, évolution, ouais. les frameworks, etc. Je trouve que c'est assez intéressant comme type de mindset, en fait. Et c'est ce mindset-là qui est de dire que c'est pas les techniques de Christian ou de papa ou machin que tu vas utiliser. Et en fait, on va réviser continuellement la manière dont on fait les choses. Ce côté un peu lean, beaucoup de documentation sur lean startup ou le lean management auquel je crois énormément. Je crois que ça fait partie des fondamentaux qu'il faut utiliser aujourd'hui dans les entreprises, pas que industrielles, y compris technologiques, justement pour se remettre en question, en fait. C'est quoi exactement le lean management? Alors le lean là-bas c'est Toyota en fait je pense que Toyota ouais doit être l'une des structures les plus dynamiques. En gros tu te retrouves après-guerre hein, si je dis pas de bêtises avec les énormes usines américaines qui fabriquent des voitures comme des malades et le Japon qui veut rattraper son retard et en fabriquer et eux ils peuvent pas fabriquer des trucs aussi gros aussi vastes et tout et du coup le problème d'une grosse chaîne c'est que quand tu as un petit truc qui casse bah tu casses tout. Et donc, on arrête de fabriquer les voitures pendant très très longtemps jusqu'à ce qu'on ait Mhm. réparé le truc au milieu. Et eux, ils ont rajouté quelque chose de beaucoup plus agile que ça, qui est de remettre en fait de la capacité d'adaptation et assez proche des équipes. En fait, l'inverse du taylorisme où tu découpes tout en gros morceaux parce que tu es très intelligent et tu fais des belles machines. Et là, ils ont remis de la capacité à régler les problèmes auprès des problèmes et du coup à réincentiver, enfin à rendre aux équipes qui sont proches des problèmes la capacité à régler toutes seules leurs problèmes sans aller revoir la grande machine très intelligente qui fabrique le grand système. Et en startup, il y a un ouvrage qui s'appelle Lean Startup, qui est assez connu, assez vieux, enfin, je sais pas, 15 ans, 10 ans, 15 ans, et qui dit, en fait, tu vas pas passer trop longtemps à réfléchir parce que ta super idée de killer feature qui va remplacer le réseau Facebook, tu vas plutôt commencer à faire un truc qui est le concept du MVP, très en soft hyper connu, Minimum Viable Product. Ouais. Tu vas faire un truc, tu vas le lancer, tu vas essayer de trouver tes premiers utilisateurs
et tu vas voir comment ça fonctionne. Et après, avec les feedbacks que tu vas mettre dans ton process, intégrer le feedback, le remettre à la conception, et l'itération d'après prendra en compte ce que tu as dit tes premiers utilisateurs, et tu vas continuer à faire ça. Et tu vois, quand je t'explique tout à l'heure sur la question marketing de comment je trouve des clients, comment j'ai fait moi, d'abord, est-ce que je vais faire des produits, puis est-ce que je peux parler à des gens, puis après, je leur fais manger, puis j'écoute leur feedback, puis je fabrique. C'est exactement comme ça qu'on a fabriqué cette entreprise, en fait. Ok, très bien. Donc en fait, vous vous adaptez tout le temps Ouais. et c'est comme ça. Et du coup, cette adaptation, ça m'amène un peu à une question d'actualité. Euh, Quels ont pu être en fait les impacts de la crise de la pandémie actuelle sur les activités d'une toute jeune entreprise qui est toujours en train de se créer? Est-ce que c'est des impacts qui ont été fondamentalement différents de ceux qui touchent les autres entreprises ou est-ce que Alors, c'est je plus ou pense moins que, la même chose? je pense qu'à chaque étape, tu as des enjeux différents. Et je pense que le Covid a pu accélérer ou ralentir, ou tuer, ou mettre en pause des structures de toute taille à dimensions différentes. Mhm, ouais, Euh, quand je t'ai dit ça, je t'ai pas répondu des tonnes de trucs. J'ai donc des sociétés dans lesquelles j'ai investi en fait qui ont été accélérées par la crise. J'en ai aucune qui a été dommageablement détruite ou vraiment arrêtée. J'en ai certaines qui ont été mises en pause. Je pense que les mesures du gouvernement pour ce qui est un peu tech, e-commerce, etc., enfin, de ce prisme-là, hein, je ne vais pas parler des restaurateurs, ont vraiment aidé les structures à soit se mettre en pause quand elles en avaient besoin, soit trouver des sous quand elles voulaient accélérer, etc. Donc ça a été plutôt, en tout cas en France, moi je trouve des partisans de ceux qui disent que ça a bien aidé l'écosystème d'entreprise. Je ne sais pas quel coup ça aura dans le futur, mais en tout cas, ça a été plutôt positif. Moi, à titre personnel, le Covid, je pense que ça aurait été plus simple de lancer sans le Covid. Euh, Ma capacité à trouver des fonds aurait été plus facile, plus légère, parce que j'ai forcément, un ouais. track record. Là, ça a été un peu plus compliqué. On n'a pas construit la même boîte. Euh, Moi, j'ai pas fait beaucoup de boîtes en remote ou j'avais peu de remote dans mes boîtes d'avant. Là, en fait, on est né en full remote. On a bu quelques coups, puis le confinement est arrivé. On a pris nos premiers bureaux le jour du confinement, annoncé par Macron, le premier. Du coup, on a annulé nos bureaux. Du coup, on est resté en remote. On a tout monté comme ça. Enfin, c'était assez compliqué. Du coup, aujourd'hui, j'ai ma CMO, la personne qui fait le marketing, qui est lyonnaise. Voilà, elle a déménagé là-bas. La personne qui fait le trade union avec les agriculteurs, il va être déménagé à Marseille. On vient de prendre un développeur en full remote à Lyon. Euh, je pense qu'en plus, c'est une forme de chance parce qu'il y a plein de gens qui se reposent des questions de savoir est-ce que je suis dans la bonne boîte, est-ce que ce que je fais sert à quelque chose, est-ce que j'apporte quelque chose à cette humanité ou pas. Et du coup, tu te retrouves avec, nous, on a l'obligation du coup, tu vois, on est né comme ça, donc on se pose pas la question, ça va être full remote, quoi. Et du coup, on a un super dev à Lyon qui voulait quitter sa startup. En fait, je pense que j'aurais dit non il y a, tu vois, un an, en disant bah non, l'équipe du départ, c'est important, on la veut autour de nous, on va prendre des bureaux et puis on va créer cette énergie. Et puis là, du coup, j'ai un pur dev à Lyon, je l'aurais peut-être pas eu. À Paris, j'aurais trouvé, parce que j'aurais pas eu les moyens de payer un super dev avec mes maigres finances de jeune entreprise, quoi. Donc, Et bah vas-y Thibaut, s'il y a des questions sur le chat. Ouais, on a Clément qui nous demande du coup, qu'est-ce que tu considères comme ton plus grand succès au niveau entreprise? Alors, succès, je sais pas trop, mais mon plus grand kiff, ça a été de monter les bureaux à New York. C'est d'arriver à New York, de poser quelques semaines les pieds là-bas, de visiter les locaux, de prendre un bail, de comprendre comment ça marche, d'embaucher les premiers salariés, de mettre on s'était tripé un truc. Quand on a lancé la boîte Vestiaire, on savait qu'il y avait de l'ambition, que ça pouvait faire un truc sympa. Et on s'est dit,
On va passer sur Capital, M6 Capital. En fait, on l'a fait presque 3 fois, on l'a fait 2 fois sérieusement, on est très content à cocher cette case-là. La deuxième, c'est on va monter des bureaux à New York, hein, et donc quand j'y étais, franchement, j'étais en kiff ultime. Et la dernière, qu'on n'a pas réussi à réaliser, c'est on voulait que l'icône de notre application apparaisse sur la pub iPhone à la télé. Ça, on n'a pas réussi à faire, c'était le dernier challenge en fait. C'est marrant comme challenge. On a Rania qui nous demande si tu penses qu'il y a un profil entrepreneur où tout le monde peut être entrepreneur et monter son projet. Non, je pense qu'il y a un profil. Il y en a qui disent le contraire, je ne crois pas à ça. Je pense qu'il il faut beaucoup de résilience, qui est un mot qui peut être un peu à la mode, cette capacité, ou le contraire, tu vois, être complètement avec des œillères. Ouais, c'est tendu, tu vois. Je pense que tout le monde n'est pas capable de faire un marathon, si je prends une autre analogie. Non, tout le monde n'a pas les qualités. Enfin, c'est même pas des questions de qualité, hein, c'est des questions De caractère? ouais, de caractère, Le exactement, merci. mental, ouais. Ouais, qui vont avec, hein. Puis après, il y a entrepreneurs et entrepreneurs. Parler à des fonds, lever des millions, fabriquer je sais pas quoi, versus faire un garage qui fait du tuning de moto Triomphe parce que tu es passionné de mécanique, c'est des trucs très différents en fait. Tu vois, je Oui. parlais du Ouais. boulanger tout à l'heure, donc tu as plein de dimensions entrepreneuriales et elles sont toutes belles, quoi, tu vois. Donc, ce qui est sûr, c'est que pouvoir fabriquer une histoire qui te ressemble, dans laquelle tu te sens bien, c'est jouable, hein, mais je pense que c'est pas donné à tout le monde en fait. Parce que ça peut être dur à vivre quand t'as personne qui passe devant ta boulangerie, que t'as cru que c'était la bonne, et du coup, t'as pas assez de thunes pour payer une paire de baskets à tes enfants, tu vois, c'est tendu, quoi. Donc, faut être capable d'accepter cette partie d'échec, ça peut ne pas marcher. C'est beaucoup moins sûr que de prendre un salariat dans une boîte sympa, et te retrouver, tu vois, vendeur à Decathlon. A priori, tu prends pas beaucoup de risques. Et du coup, vu que tu cherches pas à t'accomplir à travers ce chemin-là, bah, c'est super, quoi. T'es une belle boîte, tu bosses pas loin de chez toi, ça donne des perspectives, tu es dans le sport, t'aimes ça, c'est génial, quoi. Il faut choisir un truc un peu plus tendu pour entreprendre, un truc un peu plus sportif, je crois. Après, on a parlé de rebondir. Il y a aussi le fait de savoir pivoter et de pivoter au bon moment. Ouais, tout à fait. Donc, tu veux que je te dise quoi là-dessus? Est-ce que c'est que le concept de pivot ou S'il y a eu des moments où tu as senti que c'était le bon moment de changer de solution, par exemple, dans un de tes projets entrepreneuriaux? Ouais, ça arrive souvent. Je pense que alors, peut-être que je peux t'en citer deux. Vestiaire a jamais pivoté. Vestiaire était une marque, on s'est dit, tiens, on va faire ça. Un sac Chanel, ça vaut 2000 balles d'occasion. Tu peux pas l'acheter et vendre sur Le Bon Coin, sur eBay, ce que tu veux, parce que t'as pas confiance. Du coup, il faut un tiers au milieu, et ce tiers, il faut qu'il fasse le job complètement, qu'il contrôle physiquement et tout. Donc, on s'est dit, et puis on a posé ça sur le marché, et puis 12 ans après, ça fait exactement la même chose. Et, sauf que ça le fait il y a beaucoup plus de sacs qui passent tous les jours. Et nous, dans, je sais pas, Omi, par exemple, on s'est dit qu'on allait co-concevoir les produits avec les consommateurs, comme le fait C'est qui le Mhm. patron, comme le fait La Fourche. On trouvait ça intéressant. Et en fait, on a commencé à le faire. Et en fait, c'est pas très enfin, ça a un intérêt marketing assez fort parce qu'il y a de l'engagement, les gens ont co-conçu les produits avec toi. Ça te permet de mettre en exergue en fait des facettes sur les produits. Mais sur C'est qui le patron, moi je voulais que les chipolatas elles soient bio, bah elles sont pas bio et du coup je suis déçu en tant que tu vois mec à tester et je vais pas Ouais. acheter ces produits-là. Mais nous, donc, on a commencé comme ça, et en fait, on s'est rendu compte que c'était plus intéressant de co-concevoir avec les faiseurs. Donc, on va dire, tu vois, nous, on veut des produits 100% de transparence, on veut qu'ils respectent la nature et les hommes, donc tu vas nous démontrer que tout ce que tu achètes, tu l'achètes au bon prix, que le mec en face, il est content de vendre ses produits, qu'il a le droit à une juste rémunération. Tu vas nous montrer que tout ce qui est là, c'est dans une dynamique de bio-agroécologie, que les gens, ils commencent à rentrer dedans au moins, qu'ils sont en train de se poser les questions. Et du coup, comment tu peux nous faire pour sortir des produits qui font ça et qui soient pas chers, qui restent au bon prix et du coup, là, on s'est rendu compte que la co-conception était côté faiseur beaucoup plus intéressante pour fabriquer les produits que d'être sur les attributs des. Je dis pas que c'est pas important, mais je dis que tu as plein de cahiers des charges où tu choisis, oui, est-ce que tu veux de l'huile d'olive chinoise? Bon, bah non, super.
personne te dit qu'il veut de l'huile dégueulasse, il ne sait pas d'où elle vient, si elle est faite avec du pétrole ou je sais pas quoi, tu vois. Donc c'est un peu voilà. Donc nous on a pivoté sur cette partie de conception de ce côté-là. T'as des boîtes qui hyper connues pour leur pivot, genre Criteo, côté au Nasdaq, super en projet entrepreneurial. Si je dis pas de bêtises, au départ, c'était un algo pour choisir le prochain film que tu allais voir sur Allociné, quoi, tu vois, un truc comme ça. Et au final, ça fait une boîte de publicité qui fait le retargeting marketing, quoi. Donc, joli pivot. Ouais, c'est sûr, ouais. Je crois qu'on a encore quelques questions dans le chat. Ouais, je sais pas si tu as encore un petit peu de temps à nous consacrer, Christian. Et ben, ouais, 5 minutes. Ok, ça Enfin, que marche. 10 minutes si t'as des questions très très Alors, intéressantes. Top. tout à l'heure, tu parlais de levée de fonds. Comment on s'y prend? La suite de la question, c'est est-ce que c'est compliqué? J'imagine que oui, quand même. Tu es un petit peu rodé sur ce domaine-là, il me semble. Il y a une dynamique autour de ça. Enfin, il y a une forme de savoir-faire. Mais il y a plein de super jeunes. Je vois passer des decks régulièrement. On appelle ça des decks, hein, les présentations. Et donc, je vois passer des decks régulièrement. Il y a plein de best practices. Je pense que pour ceux qui veulent faire, donc la création du deck en tant que tel, donc la présentation, il y a un protocolaire un peu à suivre. C'est quoi le problème? Pourquoi c'est nous qui allons résoudre? C'est quoi le business qui est derrière? Et il y a plein de docs, et notamment le fameux deck de Airbnb, complété par ceux de Front, hein, boîte française qui est partie aux États-Unis, etc., où il y a énormément de littérature sur comment est-ce qu'on fait ce fameux document de présentation. Et à l'intérieur de ça, tu as énormément de, de lectures pour t'accompagner à faire les levées de fonds. Donc c'est hyper facile de savoir comment ça marche. Dans la réalité, en fait, c'est des maths assez simples, hein. Tu as une quadrature du cercle, c'est qui est l'équipe, hein. Est-ce que ce qu'ils vont faire, je le comprends? Et est-ce que derrière ça, il y a une forme de business auquel je crois? Et quelle est la taille du réalisé? Donc, en gros, est-ce que les gars et les nanas, ils sont bien? Est-ce que le business existe déjà ou pas? Est-ce qu'ils ont déjà fait quelque chose ou pas? Et donc, globalement, lever de la thune sur un PowerPoint avec rien de réalisé, c'est hyper rare, ça marche pas. Versus avoir codé un bout de truc et avoir déjà quelques clients, même s'ils payent pas beaucoup, ben, ça permet d'enclencher. Et après, il faut savoir que enfin, d'un point de vue primo-entrepreneur, les gens à qui tu t'adresses quand tu commences, quand tu passes au cap d'après et quand tu grandis, sont pas les mêmes en fait, hein. Donc tu vas pas avoir un fonds d'investissement pour lancer une société, sauf si tu as déjà fait des boîtes, auquel cas tu peux directement aller voir des capital risqueurs, mais sinon ils misent pas sur des jeunes. Et globalement, au début, c'est plutôt des business angels, comme moi je fais, qui peuvent mettre quelques dizaines de milliers d'euros ou quelques centaines, ou même beaucoup plus pour certains. En général, c'est plutôt quelques dizaines et qui vont mettre les milliers d'euros qui vont permettre de commencer l'entreprise. Et le schéma classique, c'est ce qu'on appelle la love money. Donc, c'est tes proches. Tu vas dire, ah, bah, j'ai une super idée d'application pour pouvoir suivre nos cours à distance parce que Ouais. voilà, tu vas casser ton plan d'épargne jeune, là, ou je sais plus quoi, tu vas prendre 10 000 euros dessus, tes parents vont rajouter 10 000, tu vas lancer la boîte avec 20 000, avec deux associés, ça fait 50, c'est parti, on achète les premiers serveurs, on achète le premier design, etc. Et après, une fois que tu as fait ça, tu peux aller voir des business angels en disant, bah, tu vois, j'ai une idée, est-ce que tu pourrais... Souvent, ils vont apporter autre chose que de l'argent, ils vont apporter du coaching, du savoir-faire, de l'expérience, exactement ce que je fais en général quand j'accompagne. Du coup, là, tu peux cranter le business et avoir quelqu'un qui dit, bah, tu vois, c'est comme ça que tu parles à un VC, c'est à ce moment-là que tu parles à un VC, un capital risqueur, un venture capitaliste, et tu vas lui parler à ce moment-là. Et donc après, tu fais un tour de seed qui est ton business, c'est pas encore grand-chose, mais il y a du potentiel, on est tous d'accord pour dire que ça peut le faire. Et là, c'est ce seed où tu fais rentrer tes business angels et peut-être un peu plus. Le seed, il peut faire de 50 à, disons, 1 million, les sites plus importants aujourd'hui. Et après, une fois que tu as passé cette étape-là, tu as une étape qui s'appelle la série A. Là, en général, tu es dans une structure qui a déjà des clients, qui sait déjà, c'est un vrai business, ça rentre des sous et tout. Et du coup, tu vas aller voir des capitaux risqueurs cette fois-ci, donc ceux qu'on connaît, très nombreux,
qui sont spécialisés, marketplace, consumer, techno, deep tech, etc., biotech. Tu vas leur dire, bah voilà, j'ai ça, c'est trop bien. Et en gros, tu vas lâcher à chaque fois, allez, disons 25% de ta boîte. Tu vas vendre tes parts, 25% de ta boîte, contre du cash qui va rentrer et que tu pourras dépenser, que tu ne seras pas obligé de rembourser pour aller à l'étape d'après. Après, série A, série B, série C, revente et introduction boursière, qui sont les formes d'exit. Ça, c'est important pour clôturer, si on parle de levée de fonds. C'est quand tu rentres du capital, à part la love money et à partir du BA et au-dessus, il faut rendre l'argent à un moment donné. Hein. Pas si tu coules la boîte, c'est pas grave, hein, mais c'est plus ou moins pas grave. Normalement, il faut prendre de l'argent que les gens sont prêts à perdre et les BA souvent sont éduqués là-dessus. Néanmoins, en fait, l'idée, c'est de fabriquer pas une boîte pépère dans laquelle tu vas juste payer tes salaires. Les business angels et les capital risqueurs, ils sont là pour miser sur toi et que t'aider à accomplir ton destin qui est peut-être racheté ou en tout cas de faire un truc très rentable pour un jour que tu leur rendes au décuple ce qu'ils ont misé chez toi, en fait. Donc, ça, c'est important à comprendre. Ils sont pas là pour réaliser tes rêves, ils sont là pour faire un investissement, en fait. C'est des investisseurs. Très important. Des fois, les gens, ils se méprennent. Ah, j'ai un projet génial, machin et tout. Ouais, mais enfin, tu vois, c'est pas du mécénat, quoi. Et je caricature, enfin, je caricature pas d'ailleurs, c'est exactement comme ça. Mais il faut bien le comprendre. Donc en fait, tout seul, on peut pas y arriver. Ah si, donc pourquoi tu pourrais pas y arriver? Je sais pas, T'as une idée géniale, Ouais. t'as un pote dev, un pote graphiste, je sais pas quoi. Tu fais le nouveau WhatsApp-like. En ce moment, tout le monde est en train de changer pour Signal, pour Telegram, pour ce que tu veux. T'as Scratch, je crois, qui est une boîte française. Tu fais un nouveau truc comme ça, tu le codes, il y a des gens qui viennent, ça a marché parce que t'as gros hacké le truc en mettant sur Journal du Geek ou je sais pas quoi. Ton pote youtubeur ou tiktoker qui fallait télécharger sa nouvelle app. Voilà, Mhm. tu vas directement voir un VC en disant bah, t'as vu, j'ai 10 000 personnes qui sont connectées en rien de temps. Et puis, tu peux avoir une écoute intéressante, quoi. Et les métiers des capitaux risqueurs, et il y en a plein en seed aussi, il y en a en seed qui existent, hein, c'est trouver des teams de ouf et qui ont des projets de ouf, en fait. Donc, ça marche. Ok. Non, c'est fini. Le devoir m'appelle, messieurs. Pas de souci. Merci beaucoup, Et Christian. ben, on va vous souhaiter une bonne soirée à tous, tous ceux qui nous suivent. Merci, Christian, pour ton temps et cette super Avec plaisir. conférence. Merci à Pierre aussi Et, qui était en régie. et merci à Pierre en régie, bien sûr. Allez, bonne soirée à tous. Merci à tous. Merci, bonne soirée. Salut.